De retour dans l'Africa Newsroom, Tidiane Dabo, avocat au barreau de Paris, vient de nous rejoindre pour la seconde partie de cette émission. Non, avocat au barreau de Strasbourg, pardonnez-moi. Et Gracien Oukindikiza, notre éditorialiste, Sega Goundiam, chercheur et consultant en management, nous accompagne depuis le début de cette émission. Merci à vous d'être restés sur ce plateau. Tout de suite, le grand angle. Le Rwanda déterminé à faire son entrée dans le club très fermé des grands producteurs miniers. Cap donc sur l'industrie minière qui représente actuellement la deuxième devise du Rwanda juste après le tourisme. C'est un reportage signé Frater Ndaka Isienga. Le secteur minier connaît un développement prometteur selon les experts en économie du développement et selon différents indicateurs. Grâce aux réformes effectuées par le gouvernement rwandais, le secteur minier compte actuellement parmi les piliers de l'économie nationale en matière d'exportation. En effet, le pays a généré 370 millions de dollars américains des recettes d'exportation minière en 2017 par rapport à 158 millions de dollars en 2016. C'est un secteur qui, avec le temps, a prouvé au niveau du Rwanda ses capacités. Parce que le Rwanda, depuis un certain temps, c'était un pays qui était méconnu comme pays producteur de minerais. Mais il y a de cela un certain temps, je dirais 10 ans ou 12 ans, où le minerai du Rwanda ont été bien reconnus au niveau mondial, où la traçabilité est très bien appréciée par surtout les grands acheteurs. Une nouvelle agence en charge des mines, du pétrole et du gaz a également vu le jour en 2017 pour mener à bien ces réformes dans la politique minière rwandaise. Selon les investisseurs locaux, cette agence devra travailler à réduire les défis dans ce secteur, notamment les prix de traçabilité et les dépenses sur les importations qui représentent plus de 60% des coûts d'exploitation minière. Nous faisons face à une traçabilité qui nous coûte très cher. Parce que depuis 2012, on nous a imposé des taxes, du moins des frais à l'exportation, qu'on appelle les frais de traçabilité. Ça, c'est l'artisan minier qui paye. Parce qu'on soustrait à chaque fois à l'exportation les frais de la traçabilité au niveau local et même au niveau extérieur. Ça, c'est vraiment un grand problème qui nous fait un peu de la peine. Le Rwanda ambitionne d'augmenter les revenus du secteur minier à 800 millions de dollars au cours des 2 prochaines années et d'atteindre 1,5 milliard de dollars en 2024. Outre le manque de raffinerie, le secteur minier au Rwanda reste principalement artisanal, ce qui affecte la qualité et la quantité des mines reproduites par les entreprises minières. Un secteur minier donc qui se développe, Tidiane Dabo, mais est-ce que le Rwanda peut véritablement en faire un véritable pilier pour son économie? Oui, le Rwanda l'a compris d'ailleurs. Ils ont mené des études depuis quand même une bonne dizaine d'années, je dirais même depuis 2000. Il y a des études qui ont été faites et qui ont prouvé qu'il y a des minerais qui sont au Rwanda, qui ne sont pas encore connus et donc qui peuvent à l'avenir permettre au Rwanda d'être quand même un pilier dans ce domaine-là. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que non seulement il y a eu des études, mais quand même il y a toute une organisation qui est derrière tout cela et qui a permis aujourd'hui de montrer qu'au Rwanda, il y a des capacités dans ce domaine-là. Reste maintenant à savoir aujourd'hui comment il faut, comme on dit dans le rugby, transformer l'essai. Et là, ils sont en train de penser à une chose, c'est-à-dire mettre en place des usines de transformation de ces minerais. Et je crois que là-dessus, ça va être quelque chose d'intéressant, justement pour éviter ce problème de traçabilité qui a été les coûts liés à ce problème de traçabilité-là. Gracien. Oui, en fait, au début, à un certain moment, on disait qu'au Rwanda, il n'y avait pas de minerais. Les gens donc se trompaient parce qu'en fait, il y a, dans le Kivu, il y a une zone, ce qu'on appelle un peu une sorte de cassure entre
le Rwanda, une sorte de vallée qui se prolonge, le Rwanda et le Congo et le Burundi aussi. C'est une zone qu'on trouve les minéraux au Congo, on les trouve au Rwanda et au Burundi. Donc au Rwanda, il y a une bonne organisation, ce qui fait qu'on extrait facilement et on peut vendre facilement. On met sur la table maintenant, il va y avoir 800 millions de dollars pour l'investissement, pour ces minerais, pour qu'ils arrivent à retraiter les minerais, pour qu'ils les vendent au moins semi-fini. Et bon, c'est un pays qui est bien organisé maintenant, qui produit même des véhicules. Le Rwanda maintenant produit des véhicules. Donc ce qui fait que demain, on va avoir les débouchés de ces mêmes minerais. Parce qu'il y a une grande vision de l'ensemble. Il y a notamment, au Rwanda, ils ont fixé la politique d'investissement, de développement, ce qu'on appelle Rwanda Development Board, qui est un organe qui est assez indépendant, qui a un regard sur toute l'économie, sur tous les ministères concernés. Ce qui fait que c'est un avantage, un pays qui est organisé, qui a des minerais et qui a une bonne vision. Je pense qu'on verra demain une bonne transformation. Donc le défi Segagundiam, c'est l'industrialisation. Oui, pour le futur. Mais je dirais, dans beaucoup de pays, quand il y a des richesses minières, c'est une malédiction. Quand le pays n'est pas organisé, quand il n'est pas stable, ça crée d'autres problèmes, beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Il se trouve que les minéraux arrivent au Rwanda, dans un pays qui est stabilisé, qui est discipliné et qui est au travail. On peut en penser ce qu'on veut sur les moyens utilisés pour y parvenir, mais c'est ainsi. C'est comme ça. À partir de ce moment-là, il est beaucoup plus facile d'avoir une économie qui, de fait, est dirigée. Et cette direction, c'est d'aller vers une transformation, ne serait-ce que primaire. Alors, le minerai dont il est question, et là je parle sous votre contrôle, Gratien Rukindikiza, c'est bien le Tantal, hein, c'est un minerai stratégique qui peut soutenir véritablement les ambitions du Rwanda de devenir un des acteurs majeurs de cette industrie. Oui, mais là on entre vraiment dans la grande technicité, oui. c'est-à-dire le Tantal, on parle de coltan, on parle aussi des terres rares, ce sont des produits, ce sont des minéraux qu'on utilise, que ce soit dans les téléphones, que ce soit dans la haute technologie d'armement. C'est vraiment un domaine, je pense que les Rwandais, ils ne sont pas encore là. Mais ils peuvent travailler avec, disons, ils peuvent transformer d'une façon semi-finie et exporter vers leurs amis. Ils ont des amis, Israël, les États-Unis. Donc, ce qui fait que ça peut donner une valeur ajoutée, mais quand c'est déjà travaillé, mais je ne vois pas vraiment les Rwandais utiliser jusqu'au bout le coltan ou la terre rare. Tidiane Dabo, oui, vous êtes un petit peu partagé sur la question. Oui, je suis un peu partagé parce que moi, je fais confiance aux dirigeants rwandais parce que quand même, ils ont une vision. Quand vous voyez le Rwanda, ce qu'il était avant, et ce que le Rwanda est devenu aujourd'hui, si on nous dit que le Rwanda peut utiliser à des fins stratégiques ces minéraux-là, moi, je pense qu'il faut leur donner quand même cette... je dirais, il faut leur accorder cette confiance. En tout cas, moi, j'y crois personnellement, parce que je sais qu'ils ont quand même un dirigeant qui sait où il va et ce qu'il veut. Et c'est ça qui est extraordinaire en Afrique. Quelqu'un qui a une vision, qui décline cette vision-là et qui est, comme on dit, droit dans ses bottes par rapport à cette vision-là. Quel que soit ce qu'on peut dire de lui, hein, on n'est pas dans cette dynamique-là. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui du Rwanda, c'est un pays qui est quand même très structuré, quand même qui a cette vision de dire, moi je l'entends, pourquoi pas demain nous n'aurons pas peut-être des universités à l'image de ce qu'il y a aux États-Unis, de ce qu'il y a en Angleterre ou ici en France. Moi je pense qu'il faut y croire au Rwanda, on a quelqu'un qui y croit. Et moi, je pense que là-dessus, en tout cas, moi, je suis optimiste. Très sincèrement, je suis optimiste. Et c'est une image qu'il faut donner à toute l'Afrique, c'est-à-dire le positivisme qu'il y a là-bas au Rwanda, ça doit déteindre dans toute l'Afrique. Je crois que c'est... Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui est très, entre guillemets, fanat de ce qui se passe là-bas, parce que je vois un développement. Vous voyez, aujourd'hui, quand on cite un pays développé en Afrique, c'est le Rwanda qui arrive, sur le plan touristique, sur le plan industriel, sur le plan même de l'enseignement. Voyez-vous, quand on a montré ici à la télévision française, au niveau des hôpitaux, comment dirais-je,
les transports dans des lieux qui sont quand même extrêmement éloignés. On est quand même parvenu à organiser quand même des transports de sang par des drones. Mais ça, c'est extraordinaire en Afrique. Qui l'aurait cru? Moi, je pense que quand même, si on nous dit que demain, ils peuvent transformer ces minéraux, moi, je trouve que c'est tout à fait possible, quoi. Sega Gundiam, comment le Rwanda peut finalement éviter de tomber dans le piège dans lequel tant de pays africains sont tombés, en tout cas sur cette question des mines? Et là, je pense notamment à des pays comme la République démocratique du Congo. Et, honnêtement, ils auront des difficultés à gérer de ce point de vue-là. Non seulement par rapport à leurs voisins immédiats, parce qu'il y a toujours des rivalités, des recherches. Il y aura des problèmes. Bon, ils sont solvables, probablement. Et ils auront également des problèmes par rapport à des puissances étrangères. Où on parlait des terres rares. La quasi-totalité des terres rares se trouve en Chine aujourd'hui. C'est une chance. Parce que dans la mesure où il y a une alternative, il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter au Rwanda pour contrebalancer un peu le monopole chinois. Donc c'est une chance. Mais en même temps, c'est un risque. Et ce risque existe. C'est peut-être pas par hasard qu'ils ont joué sur la Constitution pour permettre à Kagame de prolonger. Parce qu'ils savaient ce qui allait venir derrière. C'est à la fois rassurant en termes de stabilité, de continuité, et inquiétant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de confiance par rapport à ce qui pourrait suivre. Il faut faire attention à l'analyse de ce genre de situation. Il y a les deux volets. Cela dit, ils ont des atouts. Ils ont probablement des solutions possibles. C'est à eux de jouer. Oui, je pense que le Rwanda peut, au niveau de la sécurité, peut rassurer son économie, aussi son peuple, même si c'est un pays qui se trouve dans une zone vraiment de turbulence. Il y avait le Congo, la République démocratique du Congo, en fin de compte, on en parle à la télé, mais il n'y a pas de problème entre les deux pays. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de problème entre les deux pays. Les deux pays s'entendent, les deux présidents s'entendent. Sauf que il y a des opposants qui passent d'un côté de l'autre. Politiquement, on n'aimerait pas dire que le président rwandais s'entend avec le président congolais. Je pense que ce n'est pas la bonne chose pour lui. Et en même temps, mais il a plus de problèmes avec son ami Museveni au nord, l'Ouganda, qui est jaloux des succès de Kagame. Cela veut dire que finalement, le problème viendra. Comme disait Martin Luther King, mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en occupe. Donc le Rwanda aura des problèmes plus avec ses amis, mais compte tenu de puissance, je pense qu'aussi au niveau de la sécurité, le Rwanda c'est un pays en Afrique qui, du moins en Afrique noire, c'est vraiment un pays qui a une armée qui est bien organisée, bien structurée, qui sait se défendre, qui est bien équipée, et qui a aussi des amis, à mon avis, qui surveillent de près si jamais il y a d'autres qui touchent sur le Rwanda. Tidiane Dabo. Oui, je crois qu'il faut insister aussi sur ce patriotisme économique-là dont on parle partout. Mais je crois que chez eux, au Rwanda, il y a ça, il y a cet aspect, ce patriotisme. Il y a aussi, au niveau de l'armée rwandaise, en tout cas au niveau sécuritaire, moi je ne m'inquiète pas. En tout cas, pour le moment. Peut-être il peut y avoir des... Vous savez, en Afrique, l'Africain, enfin, en général, on est facilement déstabilisé. Comment je peux le dire? Déstabilisé. Mais je pense qu'il a tellement compris cela qu'au niveau de la formation de son armée, je crois qu'il a intégré cela. Je pense. Moi, je lis beaucoup concernant le Rwanda. Je crois que ces aspects de déstabilisation, je crois qu'il l'a beaucoup intégré dans la formation de son armée. Je crois qu'ils ont tout intérêt, en tout cas aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, qui sait. Je pense en réalité, le problème qui se pose pour le Rwanda, au niveau de la sécurité, si le Rwanda arrive à améliorer les relations avec la France, je pense que le Rwanda sera sécurisé. Mais si la situation reste ainsi, il se passe des choses au niveau de la diplomatie militaire et des services de renseignement entre la France et le Rwanda qui dépassent de loin la diplomatie du ministère.
Voilà. Et pour ce qui est donc des mines, donc le contexte actuel, donc une stabilité politique, démocratique, tout ça va véritablement permettre aux investisseurs de s'intéresser à ce secteur, malgré qu'il soit si peu industrialisé. En matière économique, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui est dans le private equity, donc il sait de quoi je veux parler. L'investisseur a horreur de l'insécurité. C'est la première chose qui le fait repartir aussi vite qu'il est arrivé. Mais je voudrais dire, il faut relativiser. Je crois qu'on est tous très optimistes par rapport au Rwanda, mais il faut garder les yeux bien ouverts. Le Rwanda est un petit pays. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus agile en matière économique et en matière de politique et de démocratie interne. Un petit pays, c'est beaucoup plus facile à faire bouger, dans un sens comme dans l'autre. Le risque est là. Dans un sens comme dans l'autre. C'est un petit pays de ce point de vue-là. C'est un petit pays aussi, y compris sur le plan militaire. Quand on est un petit pays, tout dépend des ennemis qu'on a en face. Et je parle sous le contrôle cette fois-ci de l'ex-militaire. Quand on est dans une guerre asymétrique, la capacité de l'armée n'est pas la plus fondamentale. Il y a l'armée, il y a ensuite tenir par l'administration. Et attention à ça. Gratien, votre réponse. Ah oui, je pense qu'au niveau de la sécurité, on voit bien un petit pays qui arrive à résister. Israël, c'est un petit pays qui arrive à résister, qui arrive à tenir. Je pense par rapport au Rwanda, le Rwanda c'est spécial. Il y a l'armée, il y a aussi le peuple. Oui, le peuple rwandais est décidé pour la sécurité. Les Rwandais sont prêts à tout. À faire tout. Ça, c'est l'aspect asymétrique, parce que l'armée ne peut pas grand-chose. Pour maintenir la sécurité. Parce qu'ils se disent, on a connu le génocide, on ne veut plus connaître le génocide, on préfère nous sacrifier plutôt que de connaître le génocide. Et les militaires, l'armée rwandaise, c'est une armée qui est très importante, c'est une armée bien financée, qui est bien riche, en dehors même du budget de l'État. C'est une armée qui fait beaucoup d'affaires, qui s'est bien organisée et qui est beaucoup équipée, plus que même certains le croient. Très bien. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.